Tu l'entends partout, n'est-ce pas? La croissance infinie est impossible sur une planète finie, le pétrole va s'épuiser, les ressources se raréfient, le climat s'emballe. Alors, la décroissance est inévitable, forcément. On nous dit que c'est logique, que c'est la seule voie, mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on va démonter ensemble cette obsession du déclin, cette vieille idée qu'on nous ressort à toutes les sauces depuis des millénaires. On va voir pourquoi elle est si tenace, comment elle influence nos décisions et surtout nos investissements, et aussi quelle est l'arme secrète de l'humanité qui fait voler en éclats toutes ces prophéties pessimistes. Alors prépare-toi à changer ta vision du monde et de ton portefeuille. Cette idée d'effondrement, elle a un nom, le malthusianisme. Et non, c'est pas une nouveauté, ça remonte à bien avant Malthus lui-même. Accroche-toi, l'histoire est fascinante. Imagine la Rome antique au 1er siècle avant Jésus-Christ. La population explose et les élites paniquent. On n'aura plus de blé pour nourrir tout le monde, la famine c'est pour demain. Résultat, il n'y a pas eu de famine généralisée. Au contraire, cette peur a forcé les Romains à innover. Ils ont créé une révolution logistique sans précédent. On a eu des convois maritimes gigantesques, des stockages massifs et une régulation stricte des prix. La menace a catalysé toutes les solutions, mais pas l'effondrement. Deuxième exemple, 2000 ans plus tard, en 1798, un prêtre anglican nommé Thomas Malthus publie son célèbre essai. Son idée, la population croît exponentiellement, mais la production alimentaire, elle, ne suit qu'une croissance linéaire. Sa conclusion est sans appel, la famine est inévitable. Sauf que, dès le début de la révolution industrielle, cette prédiction s'effondre lamentablement. L'agriculture se mécanise à une vitesse folle, les rendements explosent et la production alimentaire dépasse largement la croissance démographique. Pourtant, malgré ce démenti flagrant de l'histoire, cette idée d'un mur de la rareté continue de refaire surface siècle après siècle. Et plus récemment, on a eu le Club de Rome avec des prédictions foireuses des années 70. En 1972, donc un club d'experts très influent, le Club de Rome, publie son rapport choc, les limites de la croissance. Ils annoncent la fin du pétrole en 20 ans, l'épuisement total des ressources naturelles et une famine imminente en Inde. Évidemment, rien de tout cela ne s'est produit. 40 ans plus tard, la production de pétrole a doublé, l'Inde exporte désormais des denrées alimentaires et les réserves d'énergie sont restées stables, voire ont augmenté. Alors que pourtant, la population mondiale a bondi sans effondrement global. Et pourtant, chaque décennie, chaque année, on nous ressort la même histoire, juste avec de nouvelles urgences. C'est un peu comme une vieille cassette qui tourne en boucle encore et encore, sans vraiment changer de refrain. Donc quelles sont les versions modernes du malthusianisme? Aujourd'hui, l'emballage a donc changé, mais le fond reste exactement le même. On parle désormais de collapsologie, l'idée que tout va s'effondrer bientôt et que nous devons nous préparer à une catastrophe. On parle aussi de décroissance heureuse, l'idée qu'il faut produire moins juste pour survivre et non mieux pour vivre. Une sorte de sobriété forcée, c'est ce qu'on entend vraiment en boucle d'ailleurs dans les médias. Et enfin, la technocratie verte, l'argument selon lequel des experts doivent contrôler ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu consommes, pour nous sauver de nous-mêmes car nous sommes trop irresponsables. Le message reste le même, clair et net. La croissance, c'est fini, prépare-toi à vivre avec moins et surtout, laisse-nous gérer la pénurie pour toi, car toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ils oublient le facteur essentiel, l'arme secrète de l'humanité. Donc quand une ressource devient rare ou trop chère, et que son prix augmente, ce qui est un signal crucial d'ailleurs, l'humanité a un pouvoir. Elle va optimiser, donc apprendre à consommer moins pour le même, voire pour un meilleur résultat, va substituer, va remplacer la ressource par une autre, plus abondante et plus efficace, ou alors on va inventer, on va trouver des solutions totalement nouvelles et parfois inattendues. On en a plein des exemples comme ça. Le bois a été remplacé par le charbon, puis par le pétrole, puis par l'énergie nucléaire, et chaque fois une solution plus dense et plus efficace. Le cheval, qui était autrefois le moteur de nos transports, a été remplacé par le train, puis la voiture, puis par l'avion. Le cuivre, qui était l'épine dorsale de toutes les télécommunications, a laissé place à la fibre optique, qui est bien moins chère et des milliers de fois plus performante. Et le smartphone, c'est pareil, il remplace à lui seul une bonne vingtaine d'objets que nous achetions avant. Donc c'est ça de la croissance qualitative. On produit mieux, plus intelligemment et avec moins d'impact, où on crée de la valeur là où il n'y en avait pas. Et demain, qu'est-ce qui nous attend? Peut-être qu'on va avoir de la fusion nucléaire, qui nous donnera une énergie quasi illimitée. Peut-être que l'IA va optimiser des processus que nous ne maîtrisons même pas encore. Peut-être que le stockage massif d'énergie va permettre de résoudre l'intermittence des énergies renouvelables. Peut-être qu'on va réussir à valoriser les déchets pour en faire de nouvelles matières premières. En fait, la croissance,
n'est pas toujours quantitative. Elle est aussi et surtout qualitative. Il faut produire mieux, plus intelligemment et avec moins d'impact. Alors pourquoi, si ce discours malthusien, c'est souvent contredit par l'histoire, plaît autant? C'est parce qu'il donne du pouvoir. Quand on fait croire aux gens que tout va manquer, que la catastrophe est inévitable, ils acceptent plus facilement qu'on leur impose des règles et des restrictions à leur liberté sur la consommation, sur leurs déplacements, sur leur choix de vie. Il faut qu'ils croient qu'ils doivent se sacrifier et sacrifier leur liberté individuelle pour le bien commun, tel que défini par ceux qui propagent le message, bien sûr. Et le pire, ils renoncent à espérer et à se protéger dans un avenir meilleur. C'est un narratif qui est incroyablement commode pour ceux qui prônent le contrôle. Ce phénomène est d'autant plus amplifié aujourd'hui avec l'instantanéité de l'information. Les réseaux sociaux et les flux d'actualité constants nous submergent de messages anxiogènes qui nous poussent à réagir à l'émotion plutôt que sur la logique. Qui peut écouter un journal télévision et se sentir heureux quand il éteint la télé? Ce n'est pas possible. Et pour tes investissements, c'est crucial. Ne pas croire en la capacité d'adaptation de l'humanité, c'est potentiellement rater des opportunités d'investissement majeures dans les solutions de demain. Les entreprises qui innovent, qui résolvent des problèmes, ce sont celles qui vont créer la valeur de demain. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de tension, de défis ou d'ajustements à faire. L'histoire est remplie de ces moments, mais si on regarde les faits, chaque fois qu'on a cru que tout allait s'arrêter, on a trouvé une solution. Pourquoi? Parce qu'il existe une solution qui est réellement inépuisable tant qu'on la laisse s'exprimer. C'est l'esprit humain libre et l'innovation. Alors toi, tu paries sur quoi? Sur ceux qui annoncent l'effondrement depuis 2000 ans ou sur ceux qui construisent le monde de demain en investissant dans la recherche, le développement et les entreprises qui proposent de vraies solutions? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de te lire et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir.